Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. Aujourd'hui, nous revenons sur une question, déconstruction ou restructuration. C'est la question justement posée ce dimanche par référendum au Quimpérois. En jeu, l'avenir du bâtiment des Halles Saint-François dans le centre-ville. Le patrimoine, ce sont les vieilles pierres, mais aussi les objets et les vêtements. Le musée de Pont-l'Abbé mène un travail sur les coiffes et costumes traditionnels et vient d'élargir sa collection. Et tout de suite, nous revenons au siège du Télégramme à Morlaix en compagnie de Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Frédéric. Alors, les Bretons sont champions de France, mais dans quelle catégorie ? Eh bien Frédéric, figurez-vous que ce n'est pas en chauvinisme, mais c'est en tri sélectif. Selon les derniers chiffres qui viennent de tomber, il date de 2017, les Bretons ont trié en moyenne 71 kilos d'emballage, alors que la moyenne nationale est de 48 kilos. Ce sont les bouteilles en verre qui représentent les plus grosses quantités de ces tris. Donc largement au-dessus de la moyenne nationale. Est-ce que c'est valable aussi pour le papier ? Eh bien écoutez, bizarrement non. En ce qui concerne le papier, la Bretagne n'est que 5e région. C'est d'autant plus étonnant qu'elle est d'assez loin la plus grosse consommatrice de papier journal, dont le tri semble pourtant évident. Alors je le dis à nos téléspectateurs qui sont aussi lecteurs du Télégramme, votre journal, une fois lu, tant qu'à faire, c'est dans le bac dédié. Vous savez que nous, au journal, par exemple, nous trions, nous recyclons nos invendus et nos surplus. On en fait de la pâte de cellulose. Si ça se trouve, votre maison est isolée à base de vieux télégrammes. Y a-t-il des explications donc à cette place de bon élève des Bretons dans le tri sélectif ? Bon, déjà, historiquement, ça fait plusieurs années que la Bretagne est en tête. Il n'y a pas vraiment de raison que cette tendance s'inverse. Ensuite, les collectivités locales se sont largement investies depuis longtemps sur le sujet. Il y a quand même d'assez gros progrès à faire encore. Par exemple, aujourd'hui, moins d'un Breton sur deux a accès au tri élargi, celui qui permet de mettre dans le bac jaune non seulement des bouteilles et des flacons en plastique, mais aussi des films, des sacs ou des pots de yaourt. Cette proportion devrait toutefois rapidement augmenter selon Citeo, qui est la structure qui chapeaute le tri. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions notables à arriver ? Oui, vous le verrez ce samedi matin dans le dernier sondage BVA pour la presse régionale. La cause du geste écolo progresse. On peut citer par exemple la collecte des piles et ampoules, l'utilisation du vinaigre blanc à la place des détergents, qui d'ailleurs limite aussi le nombre d'utilisation de bouteilles en plastique. On peut citer les sacs en tissu ou encore les serviettes en tissu plutôt qu'en papier. C'est un petit peu plus dur pour le tri des déchets organiques. Le réflexe compost a du mal à s'imposer, entre autres parce que c'est plus difficile en appartement que quand on a un jardin. Toutefois, il progresse lui aussi. Et oui, il y a d'autres composteurs en ville aussi. Pas de point noir donc pour le tri des Bretons ? S'il y a un point noir, et typiquement le système écolo qui ne passe pas, c'est celui des couches lavables. Bonne volonté ou pas, à peine plus d'un ménage sur 10 a franchi le pas, alors qu'un enfant consomme en moyenne 6000 couches jetables. 6000 couches jetables, ça fait 67 kilos de pétrole. Il faut savoir qu'un ménage, qui a un enfant de moins de 2 ans, voit 40% de son volume d'ordures ménagères occupé par des couches jetables. Alors il faut dire aussi que les contraintes sont importantes. Ce ne sont pas les parents de jeunes enfants qui nous regardent qui vont me contredire sur la question, je pense. Je confirme, Benjamin. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur justement ce domaine dans lequel les Bretons sont champions de France. Tout de suite, l'actualité en images, c'est dans le 5 Info préparé par les rédactions du Télégramme. Grosse opération anti-cambriolage cette semaine dans les Côtes-d'Armor. Quelques 120 gendarmes ont été mobilisés, dont des éléments de l'escadron de sécurité routière et un hélicoptère équipé de caméras de surveillance. Objectif, saturer le terrain et multiplier les contrôles. Le nombre d'atteintes aux biens a augmenté de 30% par rapport à l'an dernier dans le département. À la recherche des conteneurs perdus, c'est la mission du Roxane Z, arrivé à Brest jeudi, qui se rendra la semaine prochaine à l'entrée du rail descendant d'Ouessant pour y localiser les fameuses boîtes perdues par un cargo il y a quelques mois. Il n'est pas question pour l'heure de les récupérer. Le haut débit avance et les Bretons l'adoptent. Mégalis, le syndicat mixte public-privé qu'il déploie, vient de multiplier par 3 la redevance qui lui est versée par la filiale d'Orange qui l'exploite. Concrètement, THD Bretagne versera à Mégalis 489 millions d'euros sur 20 ans contre 130 millions initialement prévus. La deuxième phase de déploiement de la fibre débutera à l'été pour atteindre 400 000 nouvelles adresses.
Enfin, à Rock 2019 à l'approche, le festival briochin qui se tiendra du 7 au 9 juin a dévoilé ce vendredi son affiche. Au programme notamment le rappeur L'Homme Pâle, espéré depuis 3 ans, mais aussi le projet The Good, The Bad and The Queen du chanteur de Blur et Gorillaz Damon Albarn, ou encore la grande gagnante des dernières victoires de la musique, Jana Dead. Avis aux amateurs, les billets sont déjà en vente. 1,38 million, c'est le nombre approximatif forcément, de civelles qui ont été mises à l'eau ce vendredi matin entre Châteauneuf-du-Fou et Landelot dans le Finistère. Une opération menée en 50 points différents pour lutter contre la disparition de ces petites anguilles. Ce qui les menace, l'activité humaine en général, mais surtout le braconnage. Elles se vendent près de 400 € le kilo en Europe, mais jusqu'à 2000 € en Asie. Déconstruction ou simple aménagement, c'est la question qui sera posée ce dimanche au Quimpérois à propos des Halles Saint-François dans le centre-ville. Alors, des architectes quimpérois ont déjà pris position en faveur du maintien du bâtiment. Les commerçants sont partagés et le public s'interroge. Tara Lagoutte s'est rendue sur place. Un bâtiment emblématique du centre-ville. Construite il y a 40 ans, les Halles Saint-François de Quimper ont fait l'objet de multiples concertations et études depuis 4 ans. 3 scénarios en sont ressortis, la rénovation, le status quo ou faire table rase et tout reconstruire. Une solution qui rebute ces architectes. Ils sont 23 à avoir signé une tribune qui met en évidence la valeur historique de ce bâtiment. Il y avait eu un concours d'architecture à l'époque, on est dans les années 76, et donc un concours national. Et ce bâtiment, donc ce projet avait été lauréat sur cette belle charpente que vous voyez. Les commerçants, eux, ne sont pas tous d'accord sur la marche à suivre. Alors, destruction, rénovation, les architectes disent qu'il est possible de faire une belle rénovation. Là, je suis un peu perdue, mais si c'est possible, alors je voterai pour une rénovation. La destruction, c'est quelque chose qui est dépassé. Ça va être très compliqué, à mon avis, d'évacuer, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui ne se fait plus. Les habitués des Halles non plus ne sont pas tous d'accord. On sent que ça date un peu, donc moi je suis plutôt favorable à une déconstruction, reconstruction. Détruire, moi je trouve que ce serait dommage. Ouais, dommage et radical. C'est un patrimoine de Quimper qu'il faudrait conserver. Moi j'aimerais bien les garder comme elles sont belles, à rénover, mais la structure est jolie. Les Quimpérois sont donc appelés à voter ce dimanche 3 mars. Une seule condition pour pouvoir participer à ce référendum, être inscrit sur les listes électorales. À Locquelmandon, dans le Morbihan, un projet d'éco-village est en passe de devenir réalité. L'idée a germé fin 2016 dans la tête de 2 jeunes frères originaires d'Auray. Des habitations, une ferme maraîchère avec, pour leitmotiv, agir aujourd'hui pour mieux vivre demain. Karine Chevrolier est allée à la rencontre de ces amoureux de la nature. C'est un rêve en harmonie avec la nature. Un lieu intergénérationnel où l'on consommerait moins d'énergie et d'eau. Un lieu où l'on produirait une nourriture saine, un éco-village imaginé, dessiné par Julien et son frère. Un rêve, un dessin, puis une rencontre. Nous, on a rencontré Anne-Marie qui cherchait des gens pour reprendre son lieu dans le même esprit écologique et surtout de garder ce lieu en un seul morceau. Et ça, c'est une promesse qu'elle a faite quand elle a acheté le lieu à une grand-mère qui était agricultrice et elle nous transmet cette promesse, quoi. Ce village à l'abandon pendant 10 ans, Anne-Marie l'a transformé en chambre d'hôte et gîte écologique. Alors ce projet, avec une quinzaine d'habitants, l'a très vite emballé. Ils avaient le même état d'esprit que moi au niveau écologie. Donc maintenir ce lieu en état le plus naturel possible. Le fait qu'ils voulaient bien me garder, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et le fait de faire revivre un village. Le projet porté par l'association De Main en Main conjuguait habitat, production agricole biologique et accueil du public afin de transmettre un savoir-faire. L'idée, c'était à la fois de retrouver une vie qui est plus connectée aux autres, d'avoir une action qui a plus d'impact autour de moi et de pouvoir aller plus loin dans notre engagement écologique que les petites choses qu'on peut faire au quotidien en tant que consommateur. Sans aucun doute, je m'imagine là pour les 50 prochaines années. Reste désormais à réunir l'ensemble des fonds pour acheter le village. Un financement via notamment des réseaux coopératifs, mais également par un prêt citoyen, sera lancé en avril prochain.
La conservation du patrimoine textile est l'une des priorités du projet scientifique du musée Bigoudin à Pont-l'Abbé. Depuis 10 ans, le musée fait appel aux dons, mais chaque année, des nouvelles pièces sont sauvées ainsi. Et si la coiffe reste évidemment la tenue vestimentaire de l'habillement traditionnel numéro 1, d'autres pièces permettent aussi d'en savoir un peu plus sur l'histoire de ce secteur géographique qu'est le pays Bigoudin. Revue de détail avec Christophe Boucher. Avant d'aller rejoindre le musée Bigoudin de Pont-l'Abbé, 200 nouvelles pièces textiles sont présentées au public. Parmi ces dons, des vêtements datant des années 1850, des bannières et même un tableau. Autant de dons qui témoignent d'une époque où le pays Bigoudin était déjà tourné vers l'extérieur. Pour la confection des costumes Bigoudin n'était que très peu produite sur place. Ça venait de l'extérieur, d'autres régions, voire d'autres nations. Voilà. Et les tailleurs, les brodeurs, les petites mains s'en saisissaient et les mettaient au goût du jour et ont créé ainsi, avec des matières provenant d'ailleurs, ont créé ces magnifiques costumes que l'on peut admirer aujourd'hui. L'attrait pour le vêtement prend une nouvelle tournure et devient un moyen d'afficher son rang social, quitte à en faire un peu trop. Les Bigoudins n'étaient pas toujours plus riches que les autres non plus, mais on voulait montrer un peu qu'on en avait quelque part, qu'on avait de l'argent, qu'on avait les moyens. Même si on n'en avait pas, on voulait quand même paraître un peu plus, faire croire aux autres qu'on... Voilà. Et donc c'est pourquoi il y a tant de décors et tant de richesses par chez nous. Caché au fond d'un grenier, dans une cave, une malle peut receler des trésors parfois fragiles et difficiles à conserver. Si la matière première existe, la mémoire des brodeuses s'éteint quant à elle naturellement. Il faut donc la préserver. Aujourd'hui, on aimerait collecter tout ce qui est relatif à l'après-guerre. Il y a une grande épopée du prêt-à-porter et d'un savoir-faire, ce qu'on appelait la broderie machine, mais qui était main-machine, puisqu'elle pilotait quand même le vêtement avec le tissu, avec leurs mains. Et toutes ces femmes-là, aujourd'hui, elles ont entre 70 et 90 ans. Donc il faut qu'on collecte ce savoir-faire pour qu'il y ait les circuits économiques, pour qui, pourquoi, les modèles, voilà. Le musée Bigoudin recherche notamment des ensembles du secteur de Kériti et de l'île Tudy. Alors, si vous détenez de telles pièces, faites-en part au musée Bigoudin. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez l'Instant T animé par Xavier Partijon. On reste dans la culture bretonne avec le Grand Prix du disque du Télégramme et notamment en invité Danar Braz et Clarisse Lavanant. Pour notre part, on se retrouve lundi soir pour un nouveau point sur l'actualité à 19h. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.